3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va? La forme en ce samedi? Moi ça va faire plaisir à certains, mais avec la fin de l'été là, et la pluie qui est de plus en plus présente, ça pourrait aller mieux mine de rien. Mais heureusement il y a la NBA qui débarque bientôt, il y a même la pré-saison qui a déjà repris, et je ne le cache pas, je suis hypé comme jamais, ça va être le feu. D'ailleurs ceux qui me suivent avec assiduité le savent. Pendant tout le mois d'octobre je fais partie des ambassadeurs de NBA Europe via le League Pass, l'outil ultime pour tous les fans afin de suivre tous les matchs de la campagne là qui va commencer. Alors si vous voulez vous abonner tout en soutenant la chaîne, go cliquer sur mon lien d'affiliation là qui est en description. Perso, ça fait 15 ans que je suis abonné au League Pass et je n'ai jamais regretté, sinon de toute façon je ne renouvellerai pas année après année, donc c'est le moment, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Mais bref, si vous êtes là plutôt que de m'entendre faire ma pub, c'est pour parler de Pau Gasol, dans un sujet qu'on va étudier de long en large, de A à Z, en mode coast to coast. La semaine dernière, l'Espagnol de 41 ans a annoncé sa retraite suite à une immense carrière. En parallèle, les Lakers ont sauté sur l'occasion pour officialiser le retrait prochain de son numéro au plafond du Staples Center. Mais maintenant, la question se pose, méritait-il un tel honneur dans une franchise aussi mythique? Et quelle que soit la réponse à cette première interrogation, aurait-il moyen de voir également son maillot suspendu au plafond d'autres salles? Eh bien aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions en commençant par évoquer la carrière de l'aîné des frères Gasol, notamment son passage à Los Angeles. Ensuite, on verra qui, parmi les légendes des Lakers, a eu son maillot suspendu et qui ne l'a pas eu. Ça nous permettra d'avoir des points de comparaison afin de dresser des bilans et de mener notre enquête du mieux possible. Le concept est simple, à mon avis, vous le maîtrisez, donc on ne perd pas plus de temps. Vamos! Pau Gasol méritait-il de voir son maillot retiré au plafond du Staples Center? Allez, pour commencer, comme d'habitude, plantons le décor. Pau Gasol est né en Catalogne de deux parents basketteurs qui s'étaient rencontrés à l'hôpital São Pau, dans lequel il bossait. Ça ne s'invente pas ce nom. Si le jeune garçon a d'abord commencé par le rugby et qu'il adorait le foot, c'est finalement le chemin de ses parents qu'il suit, celui de la balle orange. Et encore mieux, il emmène son petit frère Marc avec lui. Définitivement, le basket chez les Gasol, c'est une histoire de famille. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que gamin, même s'il pratiquait ce sport, Pau ne voulait pas devenir basketteur pro. Quand il a appris que son idole Magic Johnson était atteinte du VIH, il n'a eu plus qu'une seule idée en tête, devenir médecin et trouver un remède pour aider les gens à guérir du sida. Et ce n'était pas qu'un rêve de gosse parce que cette idée ne l'a pas quitté et à 18 ans il s'inscrit même à la fac de médecine. Ceci dit, au bout d'un an il abandonne quand Barcelone lui propose un contrat pro, et oui, il fallait faire des choix au bout d'un moment. Puis il faut dire aussi que dans le club catalan, au sein des équipes jeunes, il dominait tout, et c'était la même chose avec l'équipe nationale d'Espagne U18, avec laquelle il terminera champion d'Europe en 1998. Après ça, place à ses grands débuts chez les pros, et bien sûr qu'il faut au moins un petit temps d'adaptation. On rappelle qu'il évoluait dans la Liga ACB, qui alors était probablement la plus compétitive d'Europe. Difficile d'avoir des minutes d'un coup quand tu es aussi jeune. Sauf que malgré tout ça, ses progrès sont constants et sautent aux yeux. Dès sa 3e saison sous le maillot du Barça, Pau tourne à 12 points et 6 rebonds de moyenne en moins de 25 minutes. Il remporte la Coupe nationale et est même élu MVP du tournoi. Forcément, à peine 20 ans, il fait parler de lui, notamment outre-Atlantique. Il était donc grand temps de viser le step supérieur et de se présenter à la draft. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu raison, le timing était parfait. En étant sélectionné à la place numéro 3 par les Hawks et avant d'être envoyé à Memphis en échange de Sharif Abdur-Rahim, il devint en 2001 le deuxième joueur européen le plus haut drafté de l'histoire après Rick Smith en 1988. Sauf que le Hollandais, lui, à l'époque, avait passé 4 ans aux States avant de se présenter. Pour Pau, c'était différent, et en ayant été formé intégralement en Europe, il devenait un exemple pour beaucoup de jeunes du vieux continent. Surtout qu'en fait, dès qu'il enfile le maillot de la franchise du Tennessee, il enchaîne. Avec 18 points et 9 rebonds de moyenne sur sa première campagne, il devient le premier Européen de l'histoire à obtenir le trophée de Rookie of the Year. Est-ce que là, ça vous va si je vous dis que sa carrière américaine débute sur les chapeaux de roue? Direct, il devient le meilleur joueur des Grizzlies, mais vous voulez connaître la meilleure? Dès sa 3e saison, il emmène la franchise en play-off pour la première fois de son histoire, et le plus fort, c'est qu'il recommencera les 2 années suivantes, même si malheureusement, chacune de ces 3 campagnes se termineront par un sweep cinglant au premier tour. Ok, ça pique, mais dur de faire mieux, à son âge, où à côté, il a un supporting cast où personne n'est foutu de tourner à plus de 15 points par match. Puis il faut noter en plus qu'en parallèle, individuellement, tout roule pour lui. Il explose tous les records all-time de cette franchise,
Davis qui bien sûr est assez jeune et obtient sa première sélection au All-Star Game en 2006. Malheureusement, une fracture au pied le freine la saison suivante et bien évidemment, les Grizzlies coulent. Il décide alors de tourner une page et en février 2008, Pau est transféré aux Lakers contre notamment les droits sur son frère Mark. À Memphis, on les aimait, les Gasol, et un frère en remplace un autre. Là, son passage à LA, je vais bien sûr le détailler, mais je ne vais pas non plus trop m'attarder dessus parce que c'est ce qu'on abordera lors de la partie suivante. Ce qu'il faut retenir là surtout, c'est que 4 mois à peine après son arrivée en Californie, il aide les Lakers de Kobe Bryant à terminer avec le meilleur bilan de la conférence Ouest, puis à accéder au final, malheureusement perdu face aux Celtics. Ce qui m'a plu lors de cette fin de campagne, c'est sa détermination, et vous allez voir qu'il n'a pas fait semblant. Lui qui n'avait jamais remporté un match de playoff de sa carrière a ouvert la post-season face aux Nuggets avec une perf à 36 points, 16 rebonds, 8 passes décisives et 3 contres. Est-ce que ça vous permet un peu d'imaginer l'impact qu'il avait là? Et ça ne s'arrête pas là, lors de sa première saison complète. En tant que Laker, il finit joueur du mois de février 2009, fait tout le boulot qui lui est demandé en tant qu'intérieur et retrouve les finales. Cette fois-ci, pas de chichi, une équipe de Los Angeles hyper revancharde démonte tout sur son passage, malgré une série accrochée au deuxième tour face aux Rockets. Sans bon lieutenant d'un Kobe sur un nuage, Gasol remporte sa première bague en carrière, écartant le Magic en finale et compilant un gros double-double de moyenne sur la post-season. Le mec, à ce moment-là, est juste au sommet. Il signe une grosse extension de 3 ans avec les Lakers et obtient même une nouvelle sélection All-Star. Encore une fois, je le répète, mais il faut que vous vous rendiez bien compte. À cette époque-là, l'intérieur est dominant de chez dominant. L'année suivante, par exemple, lors du deuxième tour face à Utah, en 2010, il tourne à 23 points et demi et 14 rebonds et demi de moyenne, des chiffres hallucinants. Cela permet aux Lakers de retourner en finale pour la 3e année consécutive et de retrouver cette fois-ci les Celtics pour prendre leur revanche parce que rappelez-vous qu'en 2008, ils avaient été leurs bourreaux. Et cette finale, encore une fois, je ne vais pas mâcher mes mots, elle est juste magnifique. Avec un Pau Gasol très clutch et auteur d'un match 7 à 19 points et 18 rebonds, les Angelinos s'imposent sur le fil et l'Espagnol peut être fier de remporter son 2e titre NBA. Si déjà il était sur le toit du monde, le voici désormais encore un étage plus haut. Sauf qu'en début de saison suivante, cataclysme chez les Lakers. Kobe s'est fait opérer du genou pendant l'été et n'est pas tout à fait à 100%. Phil Jackson défie alors l'intérieur espagnol de se muer en franchise player et ça fonctionne direct. Sur la première semaine de la saison, il tourne en 25-10-5 de façon assez incroyable. Malheureusement, il a du mal à tenir le rythme, et malgré une sélection All-Star ainsi qu'une élection dans la All-NBA Second Team, il réalise ensuite sa pire performance en playoff en carrière. Que ce soit lié ou non, les Lakers se font sweeper dès le deuxième tour cette fois-ci, face aux Mavs, et ça sent un petit peu le boudin en Californie. Et ouais, en NBA, les choses vont très très vite, et lors de l'intersaison qui suit, les Lakers trouvent un arrangement avec les Hornets et avec les Rockets. Celui-ci aurait dû ramener Chris Paul à LA, tandis que Pau Gasol, lui, aurait pris la direction de Houston. Mais la NBA a apposé son veto et a tout annulé. Gasol reste donc en Californie, enfin pour le moment, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça lui a chauffé les fesses. La suite on va vite passer dessus, Phil Jackson annonce sa retraite en tant que coach et est remplacé par Mike Brown, puis par Mike D'Antoni. Et là c'est compliqué, ce dernier a beaucoup de mal à utiliser l'intérieur spécialiste du post-up et le fait même sortir du banc pour la première fois depuis son arrivée à Los Angeles. Kobe a beau insister pour que l'Espagnol soit mieux impliqué et davantage utilisé dans l'attaque de D'Antoni, mais rien à faire, le coach ne veut pas, et les stats de Pau Gasol chutent. En plus de ça, entre lui et Kobe, les blessures s'enchaînent, et malgré un recrutement hallucinant avec Steve Nash ou Dwight Howard entre autres en 2013 ou en 2014, les Lakers ne gagnent même pas un match de playoff. Le Catalan devient alors free agent et s'embarque vers Chicago dans une aventure qui pour moi est l'une des plus sous-cotées de sa carrière. Pendant les 2 saisons qu'il passe dans l'Illinois, roi du double-double et même du triple-double, il s'impose en parfait complément de Jimmy Butler, est élu All-Star pour la 5e et la 6e fois de sa carrière et porte même l'équipe jusqu'au 2e tour des playoffs en 2015. Le mec est bon, très bon, sauf que vous le savez, en NBA ou ailleurs, la jeunesse n'est jamais éternelle. Malheureusement d'ailleurs. Quand les Bulls en 2016 tournent une page à leur tour, il est temps pour Pau Gasol d'aller voir encore une fois ailleurs. Et cette fois-ci, direction les Spurs de San Antonio menés par Greg Popovich. Bon là, avouons-le, il est sur le déclin. Malgré quelques belles perfs isolées, son apport diminue. On pouvait s'y attendre et on le sent, d'autant plus avec les pépins physiques qui se multiplient, la fin de carrière approche. Un buyout est alors négocié au bout d'1 an et demi avec la franchise texane et les blessures ne le lâchent plus. Il finira sa carrière NBA avec 3 petits matchs anecdotiques sous le maillot des Bucks avant de partir vers Portland où il ne pourra même pas passer une seule seconde sur le terrain. Malgré quelques tentatives de comeback par la suite et même quelques rumeurs de retour vers les Lakers, le corps ne suit plus. C'en est fini de la carrière de Pau Gasol en NBA. Il disputera alors quelques matchs avec Barcelone, dont la finale de l'Euroleague 2021 quand même, avant de prendre sa retraite de club définitive. C'est
Ces derniers pas basket au pied se feront à Tokyo aux Jeux Olympiques sous le maillot de la sélection espagnole, et c'est pas mal pour dire au revoir. D'ailleurs, même si ce n'est pas le sujet du jour, je serais totalement incomplet si je ne parlais pas de la carrière internationale de Pau, qui en FIBA fait vraiment partie du gratin all-time. Leader de la génération dorée dont il est le meilleur scoreur de l'histoire, il a même l'honneur d'être nommé porte-drapeau de la délégation espagnole au JO de Londres et possède à ce jour un total de 11 médailles, dont 4 d'or avec sa sélection. Ouais, disons-le franchement, il discute très fort pour le trophée honorifique de GOAT de la FIBA, et dans les compétitions internationales, il est juste un extraterrestre. Mais en fait, si on fait un bilan plus global de sa carrière, disons-le aussi, tout ce qu'il a fait partout où il est passé est juste immense. Et puis, qui de mieux au final que Adam Silver, le big boss de la NBA, pour résumer la carrière de Pau Gasol. Il est de façon indiscutable l'un des joueurs les plus accomplis du monde dans sa génération. 2 fois champion NBA, 5 fois All-Star, 3 fois médaillé olympique, champion du monde, son palmarès est immense. Pau a inspiré énormément de fans grâce à son talent et sa passion remarquable pour le basket. Puis ce qui fait de lui un homme encore plus à part, c'est sa volonté constante de vouloir soutenir son Espagne natale, mais aussi toutes les communautés dans le monde. Nous le félicitons pour sa carrière phénoménale et nous le remercions d'avoir été un tel ambassadeur pour la Ligue. Car oui, si Pau est une légende sur le terrain, il l'est aussi en dehors. Toujours très impliqué dans la médecine, il rend régulièrement visite aux enfants hospitalisés à Los Angeles, envers qui il fait constamment d'immenses dons financiers. Nommé ambassadeur de l'UNICEF en 2003, il voyage aux 4 coins du globe, notamment en Afrique, dans une optique solidaire à destination des jeunes les plus défavorisés. Il a également créé sa propre fondation, notamment destinée à rendre les hautes études accessibles à un maximum d'étudiants espagnols, tout en les éduquant sur différents sujets importants, comme l'obésité. Bon, je m'arrête là, car des exemples comme ça, il y en a 2000, et Pau Gasol, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'homme, est juste un exemple pour le monde entier. Mais concentrons-nous sur le joueur qu'il était, et là, il était un intérieur de 2m13, ultra habile et surtout super intelligent sur un terrain. Excellent scoreur au poste ou à mi-distance, sa panoplie pour mettre des buckets des deux mains et feinter ses défenseurs était juste folle. Tous ces points lui permettront sans aucun doute de rentrer un jour au Hall of Fame, tout comme Kobe Bryant l'avait prédit avant son décès. Sauf que là, l'idée, ce n'est pas de voir si Pau Gasol mérite d'être au Hall of Fame, ça on en est sûr, mais plutôt de voir s'il méritait d'avoir son numéro retiré dans une franchise aussi mythique que celle des Lakers. Alors maintenant, faisons un focus plus précis sur les 6 saisons et demie qu'il a passées en Californie. Et pour ça, j'ai envie de commencer en jetant un énorme pavé dans la mare. Oui, pour moi, si Kobe a vu son numéro 24 retiré en plus du numéro 8, c'est en très grande partie grâce à Pau Gasol. Avant l'arrivée de l'Espagnol à LA, le Mamba avait beau tout péter individuellement, collectivement, ça ne fonctionnait pas du tout. Sans l'alchimie que Pau a réussi à créer avec lui, il y a fort à parier que les titres 2009 et 2010 ne seraient aujourd'hui pas en possession des Lakers. Il faut se rendre compte, lors de son passage à Hollywood, l'Espagnol n'a cessé de cumuler des moments mythiques, notamment en play-off. Sa claquette ultra clutch en 2010 face à OKC, ou encore son contre crucial sur Paul Pierce avant d'aller scorer dans le trafic lors des dernières minutes du match 7 décisif dans la finale NBA font désormais partie de la légende. D'ailleurs, décider de l'élire MVP de cette finale en 2010, notamment en raison de son énorme performance dans cette rencontre ultime, n'aurait potentiellement pas été un gros scandale. En fait, à son arrivée aux Lakers, il a permis à une équipe qui n'avait plus passé un seul tour de playoff depuis le départ de Shaq de revenir des contenders jusqu'à gagner 2 bagues. Puis franchement, qui sait, sans la venue de Gasol à Los Angeles, Kobe aurait peut-être appuyé ses demandes de transfert, qui s'avéraient de plus en plus insistantes en cette période. Il n'aurait ainsi probablement pas terminé sa carrière dans la Cité des Anges, ce qui évidemment aurait été un immense tournant dans l'histoire de la NBA. Vous l'avez compris, plus que juste dans les stats et le palmarès, l'Espagnol avec tout ça est devenu un véritable symbole pour cette franchise. Son implication sur et en dehors du terrain a marqué de nombreux fans angelinos, à commencer par les plus jeunes. Le meilleur exemple, Russell Westbrook, qui, vous le savez, est originaire de LA et qui s'est confié il y a quelques jours à ce sujet. Peu de gens savent ça, mais quand j'étais gamin, mon joueur préféré, ce n'était pas Kobe, mais Pau Gasol. J'adorais sa façon de jouer, il jouait juste. Alors je sais qu'il est un intérieur et moi un arrière, mais ce n'est pas un hasard si je suis un arrière qui joue comme un intérieur. J'espère que maintenant, vous commencez à comprendre ce que l'Espagnol représente pour cette franchise des Lakers. Tout ça, c'est très bien, mais est-ce bien suffisant pour avoir son numéro suspendu au plafond de cette franchise titrée 17 fois, qui a mené 32 joueurs au All-Star Game et qui n'a attribué
attribuer cet honneur qu'à 10 joueurs différents dans toute son histoire? Et bien pour avoir un avis plus précis, il est temps d'étudier tous ces gars qui ont eu la chance de voir leur numéro retiré au plafond du Staples Center. Mais avant de faire ça, j'ai une question à vous poser, est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne? Quand je me suis lancé, je m'étais dit qu'atteindre 5000 abonnés un jour, ce serait déjà bien cool. Par contre, je m'étais fixé un palier un peu inaccessible, un peu un rêve quoi, à 50 000. 50K, c'était comme une étoile inatteignable que je ne pourrais jamais toucher et qui continuerait à me motiver année après année. Et là, le truc le plus fou, c'est qu'on y est presque. Ben ouais, on a passé les 40K là, il y a quelques semaines, et quand je vois le nombre que vous êtes à regarder les vidéos sans cliquer sur ce foutu bouton rouge, je me dis qu'il y a moyen d'aller la chercher cette étoile. Donc go go go, aidez-moi dans ma quête, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vérifiez que c'est encore fait si vous l'avez déjà fait, et on va les toucher ces sommets. Vers l'infini et au-delà. Mais bref, revenons à nos maillots retirés. Chez les Lakers, c'est le premier dans l'ordre alphabétique, c'est Karim Abdul-Jabbar. Bon, avec 5 titres et 3 trophées de MVP en tant que Laker, mais aussi une domination poussée à l'extrême grâce à sa taille, son intensité défensive et son skyhook, c'était juste un no-brainer de retirer son numéro 33. Le mec, grâce notamment à une pratique du yoga assez intense, a su préserver son corps, a pu remporter un trophée de MVP des finales à 37 ans et a pu jouer jusqu'à 41 ans. Sur ses 20 saisons en NBA, il en a passé 14 aux Lakers, quasiment tout aussi dominantes les unes que les autres. Pas besoin d'en faire plus, Karim est juste l'un des meilleurs Lakers all-time, et tout simplement l'un des meilleurs joueurs all-time en NBA. C'est donc tout à fait logique de voir son maillot retiré au plafond du Staples Center. Vient maintenant Elgin Baylor, qui est le seul parmi tous les gars qui ont vu leur numéro retiré à ne jamais avoir remporté de titre. Mais bon, ne soyons pas non plus trop sévères avec lui, car il est sans aucun doute le loser le plus magnifique all-time dans l'histoire de la NBA. Statistiquement, il domine dans tout un paquet de catégories dans l'histoire de la franchise, du plus gros total de rebonds jusqu'à la moyenne de points par match. Après la retraite de George Mikan et le déménagement de Minneapolis, c'est juste lui qui a redonné ses lettres de noblesse à la franchise, l'emmenant 8 fois en finale en 13 ans de carrière. Il est également encore aujourd'hui le joueur qui détient le record de points marqués sur un match de finale avec 61. Oui, 61 points en finale NBA. Tout ça, ça fait vraiment beaucoup, et on peut bien comprendre qu'il ait l'honneur de voir son maillot accroché au plafond lui aussi. Allez, go Kobe Bryant, et le concernant, pas trop besoin de s'éterniser non plus. Le Mamba a tellement marqué l'histoire de la franchise que lui a même eu l'honneur de voir ses 2 numéros retirés, le 8 et le 24, qu'il a porté 10 ans chacun. Kobe aussi détient tout plein de records all-time de la franchise, à commencer par le nombre de points marqués au total. Avec ses 5 titres, 3 avec Shaq, 2 avec Pau, sa légendaire Mamba Mentality et son tragique décès en janvier 2020, il serait impensable de ne pas voir les maillots de Kobe suspendus au Staples Center. Bah ouais, il fallait lui donner le respect qu'il méritait. Allez, place à Wilt Chamberlain qui lui a réussi à voir son numéro retiré en seulement 5 ans passés dans la franchise. C'est peu, surtout qu'il a rejoint la Californie à 32 ans déjà. Cependant, avec Jerry West, il était à la tête de la légendaire team de 1972 ayant enchaîné un record toujours actif de 33 victoires de suite, avant de décrocher enfin un titre convoité depuis 18 ans pour lequel, petite cerise sur le gâteau, il fut élu MVP des finales. Et puis mine de rien, à LA, Wilt, c'est 4 finales disputées en 5 ans. Alors ok, la période est courte, mais les arguments sont solides. Autour de Gail Goodrich maintenant, qui contrairement aux joueurs qu'on vient de citer, n'était pas un véritable franchise player lui, ou en tout cas pas un franchise player en puissance. N'empêche qu'avec un cœur, une énergie et un dévouement pour le jeu comme peu d'autres possédés, il est passé du statut de joueur de complément à celui de quintuple All-Star, capable de faire des saisons à 25 points par match, tout en étant lui aussi un pion essentiel lors du titre légendaire de 72. En fait, il était le joueur d'équipe par excellence, qui fitait parfaitement avec le duo Wilt Chamberlain et Jerry West, et lui aussi à sa façon a marqué l'histoire des Lakers. Place maintenant à Magic Johnson, et pour lui non plus, on ne va pas trop se justifier. Visage de l'époque Showtime des Lakers, il a à son compteur 9 finales NBA, 5 bagues, 3 trophées de MVP et 3 autres de MVP des finales en 13 ans passés à Los Angeles, rien que ça. De son match 6 légendaire en tant que rookie lors des finales 1980 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours une superstar dans les rues de la Cité des Anges. Son personnage haut en couleur, l'annonce de sa séropositivité et aussi son sourire mythique en toutes circonstances ont également bien participé à faire de lui l'un des plus grands Lakers all-time. Allez, revenons à une époque plus récente maintenant pour évoquer Shaquille O'Neal. En 8 ans, le pivot a rapporté 3 titres à la team californienne, en étant élu MVP des finales à chaque reprise. Avec une moyenne de 27 points par match en tant que Laker, il se situe juste derrière Elgin Baylor pour ce qui est de cette statistique dans le classement historique de la franchise. Au début des années 2000, la domination du diesel était telle que les adversaires n'avaient plus le choix que de faire faute lorsqu'il avait la gonfle dans la peinture. Il était un mammouth inarrêtable qui évidemment possède une belle place parmi tous les pivots de légende que possède l'histoire des Lakers. Allez, place
place à Jerry West, dont on a déjà évoqué le nom quelques fois depuis le début de cette vidéo. Si longtemps lui aussi était l'un des leaders malheureux de cette équipe qui constamment échouait en finale, lui faisait partie de l'équipe 1972, contrairement à Elgin Baylor qui a rompu finalement le signe indien. Et puis, quelle belle carrière! Celui qui était surnommé Mr. Clutch en raison de ses nombreuses actions décisives a pu livrer des campagnes de playoff à plus de 40 points par match, atteignant un niveau exceptionnel. Le gars en 14 ans à LA est tellement devenu iconique qu'il a aujourd'hui sa silhouette sur le logo de la ligue. Pas besoin d'en faire plus, je pense qu'avec ça, vous avez déjà compris l'impact que Jerry West a eu dans l'histoire des Purple and Gold. Jamal Wilkes, lui par contre, est quand même vachement moins connu que la plupart de ceux qu'on a évoqués jusque-là. Pourtant, dans les années 80, en scorant régulièrement plus de 20 points par match, il était constamment le troisième homme derrière Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Son adresse à mi-distance ouvrait toujours des espaces à ses deux compères et son rôle dans l'ombre en tant qu'ailier était primordial. En 8 ans à LA, il a été 2 fois All-Star et a remporté 4 titres, ça pèse quand même. Enfin, 10e et dernier joueur qui a vu son maillot retiré avant que ce soit le tour de Pau Gasol, James Worthy. Lui, c'est un peu celui qui a pris la suite de Wilkes en tant que troisième homme dans les 80s, en faisant probablement encore mieux que lui individuellement. 3 fois titré, 7 fois All-Star et même MVP des finales en 1988, ses 12 ans aux Lakers sont sans aucun doute fait rentrer Big Game James dans la légende. Du coup là, il va être un peu temps de voir où peut se situer Pau Gasol parmi toutes ces icônes, mais avant ça, j'ai quand même décidé de vous faire un petit tableau récapitulatif. Bien sûr, tout ça n'est que mathématique, ça n'a rien d'empirique et ça possède tout plein de failles. Là, comme vous le voyez, chaque accomplissement majeur compte pour 1 point, sauf les titres qui, eux, comptent pour 2 points afin de dresser mon total. Vous allez me dire qu'il suffirait de passer 20 saisons aux Lakers en bout de banc sans rien faire d'autre pour être classé, et c'est tout à fait vrai. Voilà pourquoi, je le répète, ce tableau ne représente pas la vérité, et est juste un indicateur. Lorsque l'on sait par exemple que beaucoup de récompenses individuelles n'existaient pas lors des prémices de la NBA, ça ajoute encore des limites en plus, il faut en être conscient. Ceci dit, malgré tous ces éléments à prendre en compte, cela nous permet de dégager certaines tendances, et ce qui me choque le plus, c'est de voir comment Kobe dominerait si l'on cumulait les accomplissements qu'il a obtenus avec ces 2 numéros, parce que oui, j'ai décidé de les séparer. Petite remarque aussi, Wilt Chamberlain me semble bien bas, mais au final il paye surtout le peu de temps passé sous le maillot de la franchise californienne à une époque où peu de distinctions individuelles étaient offertes. Sauf que ce tableau, il est rigolo, mais je le trouve quand même incomplet. Alors afin de situer au mieux Pau Gasol, j'ai décidé d'évoquer également 5 légendes de la franchise qui, elles, n'ont pas eu la chance de voir leur numéro retiré au plafond du Staples Center. Le premier dont je veux parler, c'est Michael Cooper, peut-être le meilleur défenseur all-time de l'histoire des Lakers. En 12 ans passés à LA, il a remporté 5 titres aux côtés de Kareem et Magic, dans le rôle attitré du lockdown, qui lui a valu 8 nominations dans les Team All-Defensive et même le trophée de Deepoy en 1987. Même s'il n'a fait que 2 saisons à plus de 10 points par match, son rôle était essentiel tant il se sacrifiait pour les autres de l'autre côté du terrain. Alors ok, il n'a jamais été All-Star, mais à mes yeux, il reste quand même une légende tant son côté guerrier a permis aux autres d'être poussés vers le haut. Allez, let's go AC Green maintenant, l'Iron Man, mais aussi la machine à rebond. Lui, c'était le roi du sale boulot dans la peinture, qui en 8 ans dans l'équipe a remporté 3 titres, obtenu une sélection All-Star et a terminé 6 fois meilleur rebondeur de sa team. Puis le mec, même s'il ne scorait pas énormément, affiche le meilleur offensive rating de toute l'histoire de la franchise, et sa capacité à se battre pour offrir des secondes chances à ses potes n'est pas étrangère à ce phénomène. Alors ok, ça ne suffit pas pour faire de lui une superstar, mais ça permet de voir quand même quel poids et quel rôle il avait dans les wins de sa team. Mais si vous voulez une superstar, en voilà une, probablement la toute première de toute l'histoire de la NBA, George Mikan. Bon, le pivot, surnommé Mr. Basketball, était juste bien trop dominant pour son époque. En 7 ans sous le maillot des Lakers, il a pu cumuler des saisons à plus de 28 points par match, tout en étant imprenable au rebond. Cela lui a tout simplement permis de remporter 5 bagues. Oui, 5, incroyable. Le premier three-peat de l'histoire, c'est bien l'équipe du Grand George qui l'a réalisé, et si les règles ont tant changé à cette époque, c'est en grande partie de sa responsabilité à cause de sa trop grande domination. Malheureusement, dans notre tableau, il n'aurait jamais pu avoir les points des awards, et notamment celui du MVP, vu que ces trophées-là n'existaient pas du tout à l'époque. Mais bon, revenons à son numéro 99, et visiblement, s'il n'a pas été retiré, c'est surtout parce que lui a évolué à Minneapolis et non pas à Los Angeles. Mouais. On lui a juste rendu hommage aux côtés de 5 autres joueurs de l'époque, sur une bannière elle aussi suspendue, mais perso ça ne me suffit pas. Si les Lakers revendiquent les 5 titres de Mikan, ils doivent aussi rendre hommage au numéro du joueur. Ouais, c'est pas juste quand ça nous arrange qu'après un déménagement, on fusionne avec l'histoire de la ville précédente. Qu'on le veuille ou non, les Minneapolis Lakers et les Los Angeles Lakers, ça reste la même franchise. Ouais, ça m'énerve un peu, je l'avoue. Surtout qu'il y a un autre joueur qui est un peu dans le même cas que son coéquipier à l'époque, c'est Vern Mikkelsen. Bras droit de Mikan pendant la majeure partie des 10 saisons qu'il a passé en NBA sous le maillot des Lakers, l'ailier fort en faisant le sale boulot principalement, a tout de même pu entrer au Hall of Fame, être 6 fois All-Star, 4 fois All-NBA et 4 fois champion. Pas mal, non? Malheureusement pour lui, c'est pareil, le fait d'avoir joué l'intégralité de sa carrière à Minneapolis ne lui a jamais permis ne
serait-ce que d'imaginer de voir son numéro 19 suspendu au plafond. Tout ça c'est dommage, mais passons à la suite avec Byron Scott, qui lui aussi était un membre important des Lakers Showtime des années 80. Avec 3 bagues à ses doigts en 11 saisons à LA, il est aussi dans le top 10 de tout un tas de catégories statistiques dans l'histoire des Lakers, et notamment des points. Il était également le meilleur scoreur de la team en 1988, devant des gars comme Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar et James Worthy, avec près de 22 points par rencontre. Impressionnant, n'est-ce pas? Non content de ne pas avoir eu son maillot suspendu, il fait également partie probablement des meilleurs joueurs de toute l'histoire de la NBA qui n'ont jamais été All-Star. En d'autres termes, pour aller droit au but, le mec, pendant sa carrière de joueur, a eu bien l'habitude d'être snobé. Mais bon, ça y est, il est grand temps de voir où se situe Pau Gasol au milieu de tous ces gars. Et pour ça, reprenons notre tableau que j'ai depuis complété. En vert apparaissent tous les joueurs qui ont eu leur maillot retiré, et en orange ceux qui n'ont pas eu cette chance. Si l'on ne se réfère qu'à ce classement, qui je l'ai dit est discutable, vous pouvez voir que l'Espagnol, avec 7 saisons, 3 All-Star Games, 3 All-NBA et 2 titres, se situe à peu près à la limite. Concrètement, de toute façon, parmi ceux qui ont eu leur maillot retiré, il se trouve davantage au level de gars comme James Worthy, Gail Goodrich, Jamal Wilkes ou Wilt Chamberlain qu'à celui des phénomènes que l'on retrouve aux premières places. Comme on le voit aussi, pas mal de noms qui n'ont pas eu droit à cet honneur ultime se situent à des places très proches de celles de Pau Gasol. George Mikan, lui, comme Vern Mikkelsen, sont des cas à prendre à part, et je ne vais pas revenir dessus, mais il faut quand même le rappeler quand on regarde ce tableau. Ce qui est observable aussi, c'est que parmi les joueurs retirés, seul Wilt Chamberlain a passé moins de temps aux Lakers que Pau Gasol, mais si l'on compare l'impact statistique des deux intérieurs, en vrai, il n'y a juste pas photo, le Big Dipper domine, et pas qu'un peu. Du coup, si l'on ne se fie qu'à ce tableau, il peut y avoir débat, clairement, mais pour faire le bilan, là, on va justement essayer de sortir un petit peu des chiffres, qui, je le répète, ont leurs limites. Donc maintenant, je n'y vais plus par 4 chemins, je vous donne mon avis franc et direct, oui, Pau Gasol mérite de voir son numéro suspendu au plafond du Staples Center. Pour quelle raison? Tout simplement d'abord parce qu'il a eu un rôle majeur, de chez majeur, lors des 2 titres de 2009 et de 2010. Dominer Prime Dwight Howard et être en discussion l'année suivante pour le MVP des finales face aux rivaux historiques de Boston, ça a un prix, non? Et quand en plus de ça, tu es tant apprécié et respecté par toute la communauté de fans de Los Angeles, le prix est encore plus fort. Puis soyons pragmatiques également, depuis leur arrivée à Los Angeles, les Lakers, à chaque fois, ont décidé de mettre à l'honneur chaque grosse période de l'histoire en récompensant un duo, c'est la tradition. Kobe Bryant 24 et Pau Gasol ne sont-ils pas les dignes successeurs de Jerry West et Elgin Baylor, de Wilt Chamberlain et Gail Goodrich, de Kareem Abdul-Jabbar et Jamal Wilkes, de Magic Johnson et James Worthy, ou encore de Kobe Bryant 8 et Shaquille O'Neal? Si, bien sûr que si. Pau Gasol fait partie intégrante de l'histoire des Lakers, qui évidemment sans lui aurait pu être bien différente. Le mec a su faire preuve de suffisamment d'intelligence pour coller au maximum au jeu du Memba, capable d'être patient. Quand Kobe effectuait ses prouesses individuelles, l'Espagnol pouvait également passer la seconde et prendre le match en main dès qu'il y en avait besoin, au moins pour ça, respect. Mieux encore, alors que Bryant n'a jamais été un pro de la communication envers ses coéquipiers, Gasol lui savait le tempérer et prendre le relais. Il est un joueur et un homme de classe mondiale, et quoi qu'en pensent les haters, il a carrément sublimé la deuxième partie de carrière de Kobe, bravo. Et pour ceux qui douteraient encore, écoutez plutôt ce qu'avait lâché le Mamba lors de sa propre cérémonie, lorsque son numéro 8 et son numéro 24 sont partis au plafond de la salle de Los Angeles. Il n'y a pas de débat, quand Pau prendra sa retraite, il aura son numéro suspendu là-haut, juste à côté du mien. La réalité, c'est que je n'aurais jamais remporté ces 2 titres sans lui. La ville de Los Angeles aurait 2 titres de moins sans Pau Gasol, nous le savons tous. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir Pau ici au milieu du terrain, faire son discours lorsque son maillot sera retiré devant tous les fans de Los Angeles. Cette soirée sera fantastique. Malheureusement, cette soirée, Kobe n'y assistera pas, ou alors de très haut. Il y a quelqu'un qui a coupé des oignons aussi, là, j'ai l'impression que j'ai les yeux humides un petit peu. Allez, je sèche mes larmes et stop le débat. Dans quelques temps, Pau Gasol verra son numéro suspendu lui aussi au plafond du Staples Center, et pas de doute, il le mérite. Mais pour conclure et être complet, je voulais aussi réfléchir à quelque chose. Est-ce que l'Espagnol mérite également de voir son numéro retiré dans d'autres franchises NBA? Dans l'histoire, seuls 14 joueurs ont eu droit à cet honneur, et forment un cercle très fermé. Ce serait quand même énorme si Pau Gasol rentrait parmi eux. Et là, encore une fois, allons droit au but, la seule franchise qui peut rentrer dans le débat, c'est les Grizzlies. Pau a eu beau être excellent aux Bulls, il n'y a passé que 2 saisons, et ce qu'il a fait reste
tout de même insuffisant. Alors parlons plutôt de Memphis et ne m'en voulez pas si je ne fais pas non plus une analyse aussi poussée que celle des Lakers. À ce jour, la franchise du Tennessee a retiré 2 maillots, ceux de Zach Randolph et de Tony Allen, afin de représenter l'époque grit and grind dans la franchise, et à ce titre, il y a de fortes chances que Mark Gasol et Mike Conley, tous les deux au moins aussi importants lors de l'ère jusque-là la plus iconique de l'histoire de l'équipe, les rejoignent vite. Maintenant, est-ce que c'est parce que Pau Gasol n'a pas participé à cette aventure grit and grind qu'il ne mérite pas? Eh bien non, messieurs dames, pour moi il mérite au moins autant, si ce n'est plus que le fort corps des Grizzlies, tant il a été un précurseur et qu'il leur a ouvert la porte. Et oui, en devenant Rookie of the Year en 2002, il est tout simplement le premier à avoir apporté un award individuel à la franchise, dont il est également devenu le premier All-Star en 2006. On l'a déjà dit également lors de la première participation aux playoffs des Grizz en 2004, qui était le visage de l'équipe? Pau Gasol, évidemment. Au moment de son départ des Lakers, il était tout simplement le leader statistique all-time des Grizzlies dans tout un paquet de catégories. Partout à Memphis, dans tout plein de domaines, Pau Gasol restera à jamais le premier, et je n'ai aucun doute là-dessus, il aura son numéro retiré là-bas aussi. Quoi qu'il en soit, finissons cette vidéo comme ça, et gracias señor Pau Gasol, y respeto por tu carrière. Maintenant pour toi, et c'est tant mieux, il est juste l'heure de recevoir toutes les récompenses, tous les honneurs et toutes les distinctions que tu mérites. Voilà pour ce qui est de Pau Gasol, voilà pour ce qui est de mon 68e Coast to Coast. Vous en avez pensé quoi, vous? Ça vous a plu? Vous pensez également que Pau Gasol mérite d'avoir son maillot retiré aux Lakers et aux Grizzlies? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous préviens, vous avez intérêt à m'annoncer des arguments solides si vous me dites que non. Et si vous partez dans ce sens-là, de toute façon, attendez-vous à ce que je vous dise que vous auriez plutôt tout intérêt à regarder davantage de matchs NBA, via mon lien League Pass par exemple. Ouais, j'avoue que je suis un peu forceur, mais c'est important, j'y tiens à devenir ambassadeur NBA sur le long terme. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Tout ça pour le référencement. Tous ceux qui ne le feront pas, attention, c'est eux que je suspendrai au plafond du Staples Center. Quoique non, oubliez, certains grands fans de LeBron pourraient kiffer. Et sinon, faut le rappeler aussi, de toute façon vous maîtrisez, je pense maintenant, pour le soutien ultime de chez Ultime, c'est sur Tipeee que ça se passe. Énorme merci à tous ceux qui sont là mois après mois, et si vous aussi vous voulez les rejoindre dans cette aventure, n'hésitez plus. À très vite.